Les enjeux internationaux consacrés à un homme excessivement important et très mystérieux, Mohamed VI, le roi du Maroc. Ses apparitions se raréfient, elles nourrissent des doutes sur l'état de santé d'un roi dont la communication officielle peine à faire taire les rumeurs. Son absence a été tout à fait remarquée à la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc. Elle relance les spéculations sur sa capacité à gouverner et vous publiez, Thierry Oberlé, une biographie de ce roi, Mohamed VI, Le Mystère, paru en janvier chez Flammarion. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer comment on enquête sur lui, parce que c'est très difficile d'avoir accès à lui. Il y a extrêmement peu d'informations qui filtrent. Oui, en ce qui me concerne, mon livre est le résultat d'une carrière, durant laquelle j'ai suivi, le règne de Mohamed VI, en tout cas de très près à ses débuts et ensuite, ponctuellement, ce qui permet d'entretenir des contacts et d'avoir des informations qu'on ne sort pas toujours, mais qui après, peuvent faire l'objet d'un ouvrage. Alors, il explique dans une interview au Figaro: «On m'a collé une étiquette, celle du mystère, simplement parce que j'ai décidé qu'avant de parler, j'attendrais de mieux savoir». Oui, c'est ce qu'il a dit, au début de son règne. À cette période, donc on est au début des années 2000, il a accordé, des interviews qui se comptent sur les doigts d'une main et puis ensuite, il a cessé de dialoguer avec les médias internationaux. Il a jamais donné d'interview, télévisée. Donc il y a pour les médias, il y a un véritable mystère autour de cette personne, sa façon de gouverner, sa gouvernance, et peu à peu, on l'a vu de moins en moins, en fait, et actuellement, il parle 2 fois par an dans un C'est-à-dire que le discours. le le contraste est saisissant entre Hassan II, son père, qui était une bête de Mmh. communication, un homme extrêmement présent, très charismatique, et lui dont on a l'impression qu'il a envie d'avaler des bols de scorpion plutôt que de parler en public, quoi. Oui, il a été, son père a une personnalité écrasante, donc il a grandi dans cet univers, où, il a été éduqué à la trique, hein, par son père. Et il c'est quelqu'un de timide, de très réservé publiquement, mais qui, paraît-il, dans le privé, se lâche beaucoup plus. Alors voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a donné l'image, vrai ou faux, c'est vous le biographe, d'un roi fêtard qui n'a pas envie d'être roi. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Au début de son règne, il avait, des velléités, enfin, il avait une vision, du Maroc et puis il y a eu ensuite un certain essoufflement. Il faut dire que la gouvernance au Maroc est très particulière parce qu'il y a le roi et puis, il y a une sorte de technostructure qu'on appelle le Marzeng ou le palais et qui est composé de ses conseillers qui eux-mêmes étaient issus de sa propre, de l'école royale comme lui et ce sont, souvent ces gens qui ont pris le relais et lui s'est progressivement, effacé. Effacé, mais on explique par exemple qu'il passe le plus clair de son temps hors du royaume dans ses différentes résidences, dont d'ailleurs ses résidences en France, sa résidence parisienne. Mmh. Oui, tout à fait, il est très attiré par, on va dire par, l'ailleurs. Hem, Prenons un exemple actuellement, personne n'est capable de dire, où est le roi. Il a quitté, le Maroc, début novembre et depuis, il a fait des apparitions à Dubaï, à Paris et je serais incapable de vous dire, aujourd'hui, où il est. Alors, et notamment, on le scrute dans ses apparitions parce que il a beaucoup maigri, on l'a vu affaibli, il marchait avec une canne, alors qu'il ce n'est pas un vieil homme, et on spécule beaucoup sur son état de santé. Alors, sa santé, c'est le secret le mieux gardé du royaume. Hem, En l'absence de son dossier médical et d'une communication,
très poussée de ses médecins. Il y a des signes, c'est des dizaines de kilos qu'il a perdus en quelques années. C'est aussi, un essoufflement, qui est dû à des problèmes semble-t-il, de poumons. On parle beaucoup d'une maladie, incurable. En tout cas, on le voit, on voit que son fils, le futur Hassan III, est mis en avant et plus particulièrement, actuellement avec, la CAN, la coupe des nations africaines qui se déroule, au Maroc. Oui, parce que le roi ne peut pas assister, à la CAN. Je ne sais pas s'il ne peut pas. En Non, tout enfin, quand cas, je dis: «Il ne peut pas», c'est-à-dire, on dit qu'il est empêché, qu'il a mal au dos, qu'il est Mmh, malade, c'est voilà. peut-être une politique de communication du palais qui veut, présenter à l'occasion de cette, manifestation qui a un retentissement, continental, mais aussi mondial, la figure de son successeur, qui est un jeune homme qui a 22 ans et on voit dans les tribunes, qui a donné le coup d'envoi de la CAN et que ce sera, sans doute lui qui, dimanche, va remettre la coupe peut-être à l'équipe marocaine. C'est ce qui veut dire que ça donne de l'importance à la reine, donc dont le roi est divorcé. Et qu'est-ce que l'on sait là aussi sur, la reine? On sait que la reine, c'était, Lala Salma, non pas qu'elle soit morte, comme on l'a dit, comme il y avait des rumeurs qui couraient à l'époque de leur divorce. Il y a eu, le couple s'est séparé et on a du mal à savoir où elle vit. D'après mes informations, elle est tout simplement à Rabat et son fils, vit, chez elle et dans le cadre du conflit, il se raconte que le fils a choisi, qui vit, et qui suit ses études, en distanciel à Rabat, est à ses côtés. Donc c'est pour ça qu'effectivement elle serait, importante. Quel est le bilan du roi du Maroc? On l'a surnommé au début le roi des pauvres. Bon, et on le dit beaucoup dans les boîtes de nuit, mais est-ce que cette expression a un sens? Est-ce qu'elle a une réalité? Au début de son règne, il donnait l'image de quelqu'un qui avait qui portait beaucoup d'attention aux questions, sociales et puis, au fil des ans, en fait, c'est surtout sa fortune qui a augmenté. Heu, on estime sa fortune à plus de 6 milliards de dollars, ce qui en fait un des, le chef d'État le plus riche d'Afrique et un des rois les plus riches du monde. En tout cas, il est dans le top 10, si tant est qu'il est possible de l'estimer, car, ces, sociétés, il possède une partie de l'économie, marocaine. Ces sociétés ont été retirées de la bourse de Casa pour que justement on ne puisse pas connaître, le montant exact. L'estimé en tout cas. Bon, on a bien compris que, ça n'était pas quelqu'un qui était, uniquement accaparé par sa tâche de monarque. Qui gouverne au Maroc? Le roi donne les impulsions, ça c'est indéniable. Le roi a des, intuitions qui s'avèrent, bonnes, dans le sens des intérêts du Maroc, sur l'affaire du Sahara occidental, où il s'est rangé très vite, du côté de Trump et il a compris que le droit international commençait à être une notion, qui était plus, mise en avant par, la communauté une communauté internationale qui a d'ailleurs explosé. Et ça, c'est les impulsions. Après, il y a, des équipes. Ces équipes, sont composées de ses conseillers. Ces conseillers sont issus de l'école royale, comme lui, donc ils le suivent depuis qu'il a l'âge de 10 ans, et ils sont d'une fidélité absolue. Et ce sont eux et avec une technostructure, des élites qui sont quand même de très grande qualité, qui gouvernent, mais qui gouvernent, pour leurs propres intérêts souvent. Comment va l'économie marocaine? Eh bien, moyennement, on va dire, moyennement. Au début du règne, elle était la cinquième en Afrique.
Et malgré la façon dont on la présente, c'est-à-dire que lorsqu'on va au Maroc, on a l'impression que tout roule, tout fonctionne, ce qui est effectivement le cas, des grandes métropoles marocaines, enfin, du Maroc utile. Mais, à la fin de son règne, en tout cas maintenant, elle est toujours la 5e et elle n'a pas, progressé ni régressé. Alors, l'économie marocaine, c'est une chose, mais il y a une arme qui est de plus en plus utilisée, instrumentalisée, c'est l'arme de l'immigration. C'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Libye. Au Maroc, où en sommes-nous à cet égard, Thierry Oberlé? Oui, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Algérie aussi, actuellement, avec l'Espagne, et c'est le cas, évidemment du Maroc. Lorsqu'il s'est après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Trump, la diplomatie, marocaine a tenté, d'imposer ses vues à l'Europe aussi, et elle y est parvenue, et elle a utilisé cette arme principalement contre l'Espagne, en ouvrant, les vannes, lorsqu'il fallait faire, plier, l'Espagne, et finalement l'Espagne socialiste a plié. Quant à la France, c'est une autre problématique, parce que le pays est un peu plus lointain. Mais malgré tout, c'est cela qui est aujourd'hui particulièrement scruté, Thierry Oberlé, la question migratoire. Oui, bien sûr, bien sûr, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, c'est que lorsque, il y a eu les négociations pour la reconnaissance par la France du Sahara occidental, ce sujet n'a pas été, mis en avant, en priorité, par, le gouvernement, de monsieur Macron. Thierry Oberlé, on retrouve votre biographie du roi Mohamed VI aux éditions Flammarion.